Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h50. Merci de nous regarder à Tcholiré et Rebouba dans le Mayoré, Limbe, Tiko dans la région du sud-ouest Cameroun et partout ailleurs, les titres du journal. Fin de suspense, Paul Biya est de retour au Cameroun. Le couple présidentiel parti le 7 juin dernier pour un court séjour privé y aura passé 74 jours. Les titres de ce soir, c'est sorti les résultats du DCE, le General Certificate of Education, sont disponibles depuis cet après-midi sur l'ensemble du triangle national. Une délivrance pour des candidats qui l'attendaient depuis près de 2 mois. Un retard attribué aux examens annulés à la suite des fraudes massives signalées par le ministère des Enseignements secondaires. Un contexte similaire à celui de 2022 où les résultats ont été rendus publics le 19 août. Le feu continue de narguer les sapeurs-pompiers au marché Foumi à Douala, c'est dans le 2e arrondissement. Jusqu'à ce soir, des vêtements et autres marchandises continuent de consumer devant des commerçants qui attendent de reprendre leur activité. Paul Biya au Bercail, mais les débats enflent sur son séjour en terre étrangère après 74 jours passés à Genève. Les partis politiques de l'opposition et ceux au pouvoir s'activent et croisent le vève, comme on va le voir dans ce journal. Plus que 10 jours, ce sera la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Elections Cameroun se déploie dans plusieurs villes du Cameroun. À Douala, c'est l'opposition qui vole au secours du Conseil électoral en proposant des stratégies pour permettre à cette institution de mobiliser le plus grand nombre de personnes à s'inscrire sur les listes électorales. Les titres, dans un instant, le déroulement du journal. Célébration, réjouissance sur l'ensemble du territoire national. Les résultats du DCE sont d'ores et déjà disponibles. Ils étaient particulièrement attendus dans la région du sud-ouest Cameroun. Ce sont des scènes de liesse qui ont été captées par Junior Oussan et Richard Diama. Reportage. Fin à plusieurs semaines d'angoisse chez les candidats aux examens du DCE. La Cameroun DCE Board vient de publier les résultats de la session 2026, tant attendue. Soulagement pour les élèves et les parents de la région du sud-ouest Cameroun. À Motengene et dans d'autres localités de la région, élèves et parents se sont rassemblés ce vendredi pour consulter les résultats. L'atmosphère, initialement tendue, a rapidement laissé place à la fête pour les élèves brillants qui, pour certains, sont descendus dans les rues pour chanter et danser de joie. Alhamdulillah, je suis vraiment fier aujourd'hui pour l'enfant qui a passé. Elle a écrit, elle a tout passé son papier. Je suis fier de ça. Je suis merci à Dieu, merci au gouvernement de Cameroun qui a tenu sur ça. Pour de nombreuses familles, cette publication marque non seulement la fin des examens officiels, mais aussi le début d'un nouveau parcours académique. Selon les résultats communiqués, le taux de réussite national global s'établit à 74,24%.
Et dans plusieurs centres d'examen à Yaoundé, la capitale de la région du centre, on a vécu des scènes articulant joie, émotion, parfois tristesse pour ceux qui n'ont pas obtenu leur examen. Émotion captée par nos reporters Daniel Anissé-Boudjé et Serge Alain Zibou. Des semaines à attendre, à espérer, et puis enfin, le verdict. Dans ce sous-centre d'examen de Koningui, les résultats du DCE viennent tout juste de tomber. Réaction spontanée de ce candidat, très heureux après la découverte de son résultat. J'attendais le résultat depuis des semaines et aujourd'hui c'est le jour officiel. J'ai trouvé mon nom avec 4 matières validées. Je suis tellement content, je suis tellement ému, tellement content. Je n'arrive même pas à exprimer ce que je ressens. Je dis merci à l'Éternel pour ma réussite. Merci de m'avoir accordé cette réussite au nom de Jésus. Amen. À quelques kilomètres de la Ekounou, même émotion dans la famille de maman Bella. Et c'est là où le sauveur de l'humanité sortit. Ces 2 petits-enfants viennent de décrocher leurs examens, l'un au DCE Ordinary Level, l'autre au DCE Advanced Level. Devant nos caméras, Paul découvre son résultat directement sur son téléphone. Je remercie mon Dieu, je lui dis beaucoup et infiniment merci pour ce succès, que ça continue, ça part de l'avant, que je sois un très grand homme. Une réussite qui fait surtout la fierté de toute la famille. Pour leur grand-mère, voir ces 2 petits-enfants franchir cette étape est un véritable motif de bonheur. Je dis merci pour la réussite de mes petits-enfants. Ma petite fille qui a eu le bac anglophone et mon petit-fils qui a eu le BPC anglophone. Je dis merci et je les souhaite bonne continuité. Après l'attente, place-t-on au soulagement. Pour les heureux candidats, c'est la récompense de plusieurs années d'efforts et le début d'une nouvelle aventure scolaire. C'est un bonheur qui n'est pas celui des populations de Douala 2e, notamment les commerçants qui, après 72 heures, l'incendie qui s'est déclaré mardi soir continue de manifester sa rage sur des marchandises. Et cet après-midi encore, les sapeurs-pompiers localisaient des foyers de feu, tentant de les extinguer. Au même moment, des bénévoles se déployaient à nettoyer les allées et venues, notamment les couloirs de cet espace marchand. La circulation y est rétablie entre la prison centrale de New-Douala et le lieu dit rond-point. On parle bien sûr d'un rond-point où on vend des médicaments, le rond-point Gazon de la ville de Douala. Et pendant ce temps, les commerçants restent capés, piaf d'impatience pour reprendre leurs activités. Leslie Poumetia, Henri Ntinda, reportage. Au milieu des décombres, les flammes cherchent le passage. Nous sommes le 4e jour de l'incendie déclaré au marché Foumi, dans l'arrondissement de Douala 2e. Il y avait des marchandises qui ont été enterrées dans la dalle, les ballots des marchandises, les marchandises en ballots. C'est ça qui cause encore les flammes jusqu'à ce jour. Au secteur 1 comme au secteur 2, les dégâts s'enregistrent. Comme vous pouvez bien constater là, voilà tout ce que je retrouve dans la boutique. Et c'est ce matin que les gens sont venus balayer. Moi, je suis motivé de continuer, d'avancer. Parce que quand je regarde ici, j'ai un magasin là en haut que j'ai tout perdu. Les fouilles continuent sur le site. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre. Les jeunes du marché s'investissent pour débarrasser les allées des déchets. On est en train d'essayer de reconditionner la partie qui n'est pas touchée pour que les commerçants puissent reprendre avec les activités d'ici lundi. Nous avons encore nos 2 bras. Bon, on doit quand même se relever. Malgré toutes les pertes, on a encore espoir. De l'espoir, ces femmes en ont besoin. Elles se mobilisent pour trouver une autre voie d'accès au marché. Ici, l'enjeu est de relocaliser les commerçants sinistrés. Nous sommes en train de voir les voies et moyens, comment les recaser dans le bâtiment qui est encore debout, pour que chaque personne puisse avoir un petit espace là où se déployer, pour ne pas tout rater cette saison de rentrée scolaire. Pour les sinistrés, c'est une double peine à quelques jours de la rentrée scolaire. On va faire comment avec les dettes qu'on a, les plans de rentrée scolaire?
Et dans la région du Sud Cameroun, précisément à Kribi, la sécurité des personnes et des biens préoccupe les autorités de cette localité. Et en ce moment même, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, préside une réunion de sécurité consacrée à la montée de la criminalité, l'agression des personnes. L'objectif étant de rendre attractif économiquement cette cité balnéaire. On retrouve sur place notre reporter Delphine Fonkoutene. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Protection des personnes et des biens, sécurité dans la ville de Kribi et dans l'océan en général. Voilà quelques points forts de la réunion de sécurité qui se tient actuellement ici à la préfecture de Kribi. Le ministre de l'administration territoriale préside les travaux entourés pour l'occasion du gouverneur de la région du Sud, du préfet de l'océan et des 9 sous-préfets du département. Il est question de renforcer la sécurité dans le département et surtout veiller à préserver la sécurité des biens et des personnes dans le département. Le patron de la territoriale étant informé récemment du meurtre de 2 jeunes élèves dans le département, non sans souligner également le trafic des stupéfiants qui accourt dans le département. Il est donc question de corriger donc ces manquements et au terme de la réunion, le ministre Paul Atangandi annonce une visite ce soir même du côté de la société camerounaise DVA pour n'est-ce pas, toucher du doigt les difficultés auxquelles font face cette société afin donc de l'aider dans sa restructuration annoncée. Eh bien voilà quelques points forts de la visite officielle et de la séance de travail qui se tient actuellement ici à la préfecture de Kribi, d'où nous signons Delphine Fonkoutene, Constant Kamga, envoyé spéciaux pour Canal 2 International. Merci à vous. Nous poursuivons ce journal. Après plusieurs mois passés à l'étranger, le retour de Paul Biya continue de nourrir la verve des acteurs politiques. Entre soulagement et interrogation, il reste tout de même divisé sur l'intérêt de ce séjour qui aura duré plus de 2 mois. André Ludovic Malagal, Stéphane Binac, reportage. Le retour du chef de l'État aura pour certains suffi à prendre de court ses détracteurs. Ceux qui pensent que le président est souffrant ont vu hier la présence d'un homme qui était à mesure de diriger encore le pays. Pour certains acteurs politiques, ce retour marque surtout la fin des polémiques autour de son absence. Je crois que hier, après le retour triomphal, on va dire, du président au pays, je crois que les interrogations concernant ce retour devraient s'arrêter. Ça va être la levée de la polémique qui pour moi n'était pas nécessairement utile parce que c'est les actes qui comptent. D'autres estiment que la durée de son séjour à l'étranger ne constitue en rien un manquement constitutionnel, aucune disposition ne fixant une durée maximale de séjour du président hors du pays. Je voudrais d'emblée dire que la responsabilité du président de la République est encadrée par la Constitution. Et à partir de ce moment, il n'y a aucune disposition légale qui contraint le président de la République, dans un délai de temps bien précis, à être hors du pays. Une lecture que ne partage pas Henriette Ekoué, pour qui cette absence prolongée constitue un manquement grave. Les institutions ne marchent pas bien parce qu'on te dit il y a vacance du pouvoir. On te dit qu'après que non, ce n'est pas du tout dans la Constitution. Il peut partir comme il veut. Mais au-delà de la polémique, une question demeure. Le chef de l'État doit-il désormais s'expliquer devant les Camerounais qui l'ont élu sur les raisons de son long séjour? Dans ses habitudes, il n'a pas l'habitude de s'expliquer. Et on est habitué à ces silences. Est-ce qu'il va dire? Il s'en fout. Il n'a jamais donné d'explication. Le président de la République ne doit pas perdre de vue qu'il est l'employé des Camerounais. Il a été élu par les Camerounais. Il sert les Camerounais. Au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la satisfaction domine. Pour ses militants, le président est de retour, toujours à même d'assumer ses fonctions et de conduire les destinées du pays. Un retour qui toutefois ne sera pas de tout repos. La page des polémiques est donc définitivement tournée pour ouvrir celle de l'action. Le président de la République, Paul Biya, est de retour et la suite lui appartient.
Nous poursuivons ce journal en politique à 10 jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Les cadres du Conseil électoral se déploient sur le terrain. La vice-présidente vient de se rendre à Bafia et en Monatélé. Elle y fait d'effectuer des séances de travail avec des responsables d'antenne. Et à l'issue de ce travail, les difficultés, les chiffres sont répertoriés et des solutions palliatives sont trouvées. Reportage de Joël John 3, Justin Yanke. Sur un objectif assigné de 5586 électeurs à inscrire par les équipes d'Elections Cameroun dans le département du Mbamé-Inoubou, à date, seules 2100 personnes ont pu être enregistrées dans le fichier électoral. Au cours de la réunion d'évaluation tenue à Bafia en présence de la vice-présidente du conseil électoral, le chef d'agence a relevé de nombreuses difficultés ayant freiné l'atteinte à de meilleurs résultats. Il y a l'enclavement. Avec la saison des pluies, là maintenant, il y a des enclavements, les routes ne sont pas bonnes, les terrains sont accidentés. Il y a aussi le manque de CNI chez les potentiels électeurs. Nous avons plein de gens qui veulent se faire enrôler, mais ils n'ont pas de CNI. La vice-présidente va prescrire un quadrillage tous azimuts du terrain dans cette dernière ligne droite avant de poursuivre son marathon évaluatif des opérations d'enrôlement par la ville de Monatélé dans le département de la Léquié. Les équipes de l'ECAM sont sur le terrain sur un objectif de 8456 électeurs à inscrire. 5263 le sont déjà pour un pourcentage de 62,24%. Je suis satisfaite du travail effectué sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons d'eux? D'abord de maintenir le cap, de rester éveillés et de rester professionnels sur le terrain. Les partis politiques prenant part à cette mission d'évaluation ont déjà la tête aux municipales et législatives prévues en 2027. Et nous espérons que la compétition qui arrive, non seulement elle va se tenir, mais qu'elles vont se tenir dans la paix, la sincérité, la préservation des acquis. Ce soir du 21 août, les retardataires n'ont plus que 9 jours pour faire partie du fichier électoral. Et dans le but de promouvoir un processus électoral inclusif, le Conseil électoral d'Elections Cameroun mène des échanges sur le terrain à Douala précisément. Eh bien, le dit Conseil a rencontré des femmes, les leaders d'associations, des jeunes, des autochtones et des personnes vivant avec un handicap. Et à l'issue de ces travaux, les formations politiques de l'opposition qui ont également été rencontrées ont proposé des astuces pour susciter l'adhésion du plus grand nombre à s'inscrire sur les listes électorales. Junior Ossan, reportage. À l'approche du double scrutin législatif et municipal au Cameroun, l'opposition appelle aux inscriptions en masse sur les listes électorales. C'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux, les retardataires, de venir s'inscrire d'une part et ensuite de retirer leur carte. Parce qu'il vaut mieux être inscrit et ne pas voter que de regretter d'avoir pas été inscrit au moment T. D'où cette descente ici à la délégation régionale ELECAM du littoral effectuée ce vendredi par le Conseil électoral d'Elections Cameroun et inscrite dans le sillage de la clôture des opérations de révision des listes électorales. Les gens qui ne sont pas encore inscrits, nous sommes le 21, ils ont encore une dizaine de jours pour s'inscrire sur les listes. Nous constatons qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement cette année. Face à ce manque d'engouement, l'opposition camerounaise propose de nouvelles stratégies de séduction. Il faut utiliser les télévisions classiques et bien sûr les réseaux sociaux pour attirer les jeunes. Parce que la jeunesse est devenue un peu compliquée aujourd'hui. Donc il est important d'attirer ces jeunes à travers la mass communication, La présente descente de terrain du Conseil électoral a également pour ambition d'évaluer l'efficacité du plan de relance des inscriptions mis en œuvre depuis le début de l'exercice 2026, d'identifier les difficultés rencontrées dans les démembrements territoriaux et de s'assurer que chaque citoyen camerounais remplissant les conditions légales sera en mesure d'exercer pleinement son droit de vote. Et sur l'ensemble du territoire national, plusieurs chantiers routiers sont répertoriés. Seulement, certains peinent à livrer les chantiers à date et la consommation du budget est excessive. À ce propos-là, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumissi, frappe du poing sur la table. Reportage de Daniel Anissé-Boudjé. Sur le terrain, les usagers doivent composer avec des zones difficiles d'accès, des ouvrages inachevés et des travaux qui piétinent.
Sur la boucle de la Léquier, le taux d'avancement est de 57% pour près de 80% des délais consommés. Entre les PK0 et 4, la circulation reste particulièrement difficile. Même constat, plus préoccupant sur la voie de contournement nord de Yaoundé, où les travaux sont carrément à l'arrêt. Seulement 16% de taux de réalisation pour 81% de consommation des délais. Deux situations qui illustrent les difficultés de plusieurs projets confiés à Arab Contractors, examinés ce 19 août par le ministre Emmanuel Ganodjou Messi. Sur les 4 projets, plus de 41 milliards ont déjà été payés sur 54 milliards de décomptes transmis au ministère des Travaux publics. Mais pour le maître d'ouvrage, cette situation financière ne justifie pas la faible mobilisation sur les chantiers. Le ministre exige donc l'inventaire et la mobilisation effective des engins et personnels prévus dans les contrats ainsi qu'une réorganisation des ressources. Priorité à l'axe Balmayo-San-Mélima, à la sortie nord de Yaoundé et à la boucle de la Léquier. Objectif, traiter les points qui entravent la circulation et donner enfin un nouveau rythme aux travaux. Et sur la nationale numéro 3, une voiture tombée en panne ne doit plus être le début d'un drame. Les voitures abandonnées sur la chaussée des cargos, ce qui a suscité la descente du ministère des Travaux publics sur cet axe stratégique Douala-Yaoundé pour maintenir des campagnes de sensibilisation. Adiano Germain Coignet et Raoul Ngoufo, compte rendu. Une panne, et c'est parfois toute une circulation qui bascule dans le danger. Sur la nationale numéro 3, ces véhicules immobilisés sur la chaussée se multiplient, transformant certains tronçons en véritables pièges pour les usagers. Mais désormais, les obstacles sont dans le viseur des transports. Remorqueuses en action, véhicules dégagés, chaussées libérées. En 4 jours seulement, nous sommes à 44 obstacles. Les plus dangereux sont les obstacles des engins lourds. Mais derrière chaque véhicule dégagé, il y a surtout une mécanique d'intervention bien rodée. Repérer, sécuriser, remorquer et libérer la chaussée. La brigade a une unité mobile qui est chargée de la surveillance du trafic. Cette unité mobile est constituée de motos, des camions. Donc, lorsque cette unité se déploie, elle signale la présence des obstacles et nous nous déployons. Mais derrière ces véhicules immobilisés, il y a aussi des pannes qui ne laissent aucune marge de manœuvre aux chauffeurs. On est en train d'arranger, c'est depuis que l'on a détaché. Quand on détache, maintenant on voit qu'il faut la disque avec le plateau, les volants moteurs. C'est pour ça qu'on a envoyé, pour qu'on vous envoie les 2 choses qui restent. Stationnement abusif, véhicules abandonnés ou obstacles délibérément maintenus sur la voie publique, les contrevenants s'exposent à des sanctions. Le stationnement dangereux est une activité dangereuse. Donc, sans préjudice des poursuites judiciaires, le ministre des Transports est fondé d'administrer des sanctions qui vont de la suspension d'activité de transporteurs à la suspension des permis de conduire des conducteurs. La chasse aux obstacles ne s'arrête donc pas à la nationale numéro 3. Sur le terrain, les remorqueuses restent en alerte et l'opération se poursuit avec la même détermination, appelée à s'étendre progressivement à tous les grands axes du pays. Objectif, libérer la chaussée, prévenir les accidents et surtout éviter qu'une simple panne se transforme en drame. Et sur les routes camerounaises, les camions poids lourds sont au cœur d'un débat qui enfle de plus en plus. Pour le ministère des Transports, ces voitures poids lourds sont responsables de la quasi-totalité des accidents de la circulation vécus ces derniers moments. Les chauffeurs refutent cette thèse et pointent du doigt plutôt le mauvais état des routes. Entre ces deux positions, un expert international de la sécurité routière appelle à un diagnostic plus profond. André Ludovic Malagal, reportage. Sur les axes routiers camerounais, ces mastodontes de la route ne passent pas inaperçus. Lorsqu'ils s'immobilisent sur les chaussées, parfois sans signalisation suffisante, ils deviennent de véritables obstacles pour les autres usagers. Pour le ministre des Transports, le mauvais stationnement des poids lourds constitue l'un des facteurs qui alimente les accidents de la circulation. Une lecture que conteste pourtant l'un des présidents des chauffeurs de gros porteurs.
La cause généralement c'est dû au mauvais état des routes qui cause autant de pannes sur les voitures, parce que je ne vois pas et je ne sais pas comment est-ce qu'un chauffeur peut volontairement stationner mal sur la route, alors que pendant que nous marchons, il y a quand même quelques aires de repos où on peut normalement garer. Une responsabilité que les professionnels du volant refusent donc d'assumer seuls. Mais pour l'expert international de la sécurité routière, impossible de désigner un seul coupable. Avant toute conclusion, il faut diagnostiquer. La première disposition, c'est de traiter le mal en amont. Il s'agit déjà de faire l'audit de l'ensemble du parc automobile portant sur les gros porteurs, notamment les camions et les bus qui transportent des personnes. Dans la chaîne des causes, l'homme demeure le premier maillon à examiner. Si la route tue parce qu'elle a des défaillances techniques, si le véhicule tue parce qu'il a des défaillances techniques, c'est l'homme qui a la manœuvre de ces deux instruments et c'est l'homme qui doit pouvoir prendre des dispositions pour que la circulation se passe dans les conditions optimales en respectant les codes de la route, en utilisant les voitures en bon état et en mettant les routes à un niveau de service acceptable. Mais au-delà du constat, des solutions existent. Un audit systématique doit être fait pour sortir du parc les véhicules qui ne sont plus aptes à se retrouver sur les voies présentant des défaillances. Parce que quand vous regardez très bien tous ces véhicules qui roulent, même celles qui ont les certificats de visite technique présentent des défaillances telles qu'ils ne doivent pas faire des transports interurbains. Une approche globale d'autant plus nécessaire que le Cameroun s'est fixé pour objectif de réduire fortement les accidents de la circulation d'ici 2030. Poids lourds, conducteurs, routes ou réglementations, plutôt que de chercher un responsable unique selon les experts, le défi est désormais d'agir sur toute la chaîne, car sur la route, quelques mètres mal négociés peuvent suffire à faire basculer un trajet ordinaire dans le drame. Un sujet qui fait l'unanimité et réduit moins les débats, c'est le tronçon Kolnkumu-Tondon-Minkwa-Meyos. La griffe du génie militaire a permis d'aménager ce tronçon et c'est le bonheur des populations exprimé dans ce reportage. Hier encore, ici, la poussière, les nids des poules et les difficultés de la circulation imposaient leurs lois. Aujourd'hui, le décor a changé. Le génie militaire a transformé cette voie en un véritable trait d'union entre les populations et leurs activités. Une route qui ne se regarde plus seulement, elle se pratique et surtout, elle redonne de l'espoir. Nous sommes très contents. Nos enfants n'auront plus de difficultés pour marcher dans la boue pour aller à l'école. 9 mois seulement pour relever un défi de taille. Entre pluie, contraintes de terrain et impératifs de circulation, le génie militaire a dû composer avec les intempéries sans jamais perdre de vue l'objectif. Tous les travaux de terrassement ont été effectués durant la saison des pluies. Nous avons un revêtement en enduit superficiel bicouche sur un tronçon d'environ 400 mètres. Et nous avons un revêtement en béton bitumineux sur 4 km. Derrière le béton et le bitume, une autre réalité se dessine, celle d'une armée au service de la nation. Car le génie militaire n'est pas une entreprise de BTP venue conquérir des marchés, c'est le bras séculaire de l'État, mobilisé ici, aux côtés de la mairie de la ville de Yaoundé, maître d'ouvrage pour transformer une nécessité des populations en infrastructure concrète. Un investissement de plus de 2,7 milliards de francs CFA. Le génie militaire est certes un outil de développement, mais il n'est ni une entreprise, ni un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Le génie militaire ne soumissionne pas et ne recherche pas des marchés. Le bitume est là, et avec lui, l'espoir d'un avenir meilleur. La joie ne se raconte pas, elle se chante et se danse. Et un autre lieu où on chante et on danse, c'est au sein du parti RDPC en Sanaga-Maritime. Jean-Ernest Masséna-Ngalébibéi, ministre des Transports et chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC en Sanaga-Maritime, vient de présider une réunion de restitution de sa tournée de concertation dans les 11 sections du département. Et au menu des rencontres, on cite les principales orientations du parti et en perspective les prochaines élections municipales et législatives qui pointent à l'horizon, ainsi que les modalités de mobilisation des structures de base. L'île Piezo, Stéphane Binac. La tournée de concertation dans les 11 sections du RDPC de la Sanaga-Maritime s'achève à Edéa.
À la salle des actes d'EDA Premier, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale-Bibéhé, chef de la délégation permanente départementale du comité central pour la Sanaga-Maritime, préside la séance de restitution. Face aux présidents de section RDPC, OFRDPC et OJRDPC, aux élites et aux élus du département, le responsable politique revient sur les principales préoccupations recueillies au cours de sa tournée. Pour les prochaines élections municipales et législatives, plusieurs priorités sont mises en avant. La maîtrise du corps électoral, la connaissance de la cartographie politique locale, la formation des mandataires et le renforcement de la communication de proximité. L'objectif est de permettre aux différentes structures du parti de mieux préparer le terrain électoral. Faire le porte-à-porte, d'aller vers les militants, de les convaincre. Au cours de cette séance, les membres de la délégation prennent également la parole. Leurs interventions portent notamment sur la mobilisation des militants, la prise en compte des différences, ainsi que sur la participation des jeunes et des femmes aux activités du parti. Autre point abordé, la nécessité de maintenir l'unité et le dialogue au sein des structures locales. Pour nous, c'est un élan nouveau pour permettre de parachever le travail qui a commencé pendant cette mandature et permettre que les populations d'EDA ressentent réellement tout l'impact d'être dans le RDPC. Les présidents de section et les élites présents saluent une démarche qui leur permet de disposer d'orientations précises à l'approche des prochaines échéances électorales. Ils réaffirment leur engagement à mettre en œuvre sur le terrain les directives du comité central. Nous rentrons avec un bagage bien plein. Nous devons savoir effectivement que la discipline est le moteur d'un parti politique. Dizangé, Dibamba, Ngambe, Masok Sonloulou, Ngwe, Pouman, Dom, Nyanon et EDA 2, autant d'étapes parcourues par la délégation au cours de cette tournée. Cette dernière séance à EDA Premier vient donc clôturer plusieurs jours de concertation avec les responsables des différentes sections du département. Une tournée consacrée à l'écoute, à la mobilisation et à la préparation des prochaines élections municipales et législatives. Dans la Sanaga-Maritime, les structures locales du RDPC sont désormais appelées à traduire ces orientations en action sur le terrain. Le groupe TV+ accueille un nouveau consultant, Séverin Legambélé, journaliste, éditorialiste en service à la CRTV jusqu'en 2025, vient de paraffer un contrat de consultant senior, exécutif senior. Eh bien, son expérience sur les 3 dernières décennies sera mise à contribution dans le service commercial et celui de la rédaction. Le compte rendu de cette cérémonie de paraphe du contrat avec le concours de Calvin Tekam. Séverin Alegambélé est désormais consultant exécutif senior pour le groupe TV+. En paraphant le contrat de prestation de services indépendants, le président directeur général du groupe, le sénateur Emmanuel Chatué, lui confie une mission permanente. Une mission de conseil stratégique, institutionnel et médiatique, exercée en qualité de conseiller spécial du PDG, incluant la coordination des orientations éditoriales de la direction de l'information. Il y a, à côté de cette mission principale, un travail de développement commercial du groupe à faire. En prolongement de ces missions d'encadrement éditorial, le conseiller spécial exercera une autorité de coordination et de validation sur les orientations éditoriales de la direction de l'information. Séverin Alegambélé, journaliste éditorialiste, est diplômé de l'ESTIC, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. C'est en 2025 qu'il prend sa retraite à la CRTV, où il aura servi pendant plus de 30 ans. L'on se rappelle que c'est un ancien chef service adjoint des programmes et de l'information à la FM 94, chef de service politique à la direction des rédactions TV, chef de département des affaires gouvernementales et diplomatiques à la CRTV. Pour se familiariser avec le groupe TV+, une visite guidée du siège a été effectuée sous la conduite du directeur général du Canal 2 International, Joseph Foto, et le directeur général de Suite FM, Abel Defofoto.
dans les locaux de TV+. 2 mois après leur immersion dans la rédaction de la radio Vision Suite FM, eh bien, des jeunes passionnés d'animation et de journalisme ont reçu leur parchemin au terme d'un encadrement qui a été assuré par des professionnels aguerris, c'est un pas de plus pour franchir le rêve professionnel de ces jeunes animateurs et journalistes en herbe. Cyril Kwakam, reportage. Remise de parchemin, poignée de main et sourire, clap de fin pour ces jeunes passionnés du journalisme et de l'animation. Ce vendredi 21 août, l'émotion était palpable au siège du groupe Canal 2 à Youpoué. Dans ce petit bout de papier, il peut sembler si petit dans nos mains, mais il représente des jours, des larmes, des rires, des souvenirs et surtout plein d'apprentissage. Nous avons découvert beaucoup de choses que nous ne savons pas. Pendant 2 mois, ils ont occupé l'antenne sur le 88.7 FM à travers le programme Suite Vacances. De l'animation à la présentation du journal, ces futurs professionnels ont su séduire les auditeurs par leur rigueur, leur discipline et leur assiduité derrière le micro. Un concept que nous avons mis sur pied il y a une vingtaine d'années. Donc, pendant les vacances, nous ouvrons nos antennes aux jeunes étudiants qui aiment ce noble métier de la communication. Et depuis que nous avons mis ce projet en place, cette vague a été plus disciplinée. Ils ont bien travaillé et nous sommes très très fiers d'eux. Pour cette clôture, plusieurs figures du paysage audiovisuel étaient présentes, notamment Joyce Fotso, directrice des programmes à Canal 2 International, Alain Djampo, responsable technique, ou encore Donc, les riverains de Bali, de Bonapriso, d'Aqua racontent l'histoire mythique de ces awards qui reste la plus prestigieuse en Afrique centrale. L'île Piéjou, Thierry Nana. À Douala, les pierres ont de la mémoire. Il suffit de tendre l'oreille aux angles des boulevards, d'écouter les riverains pointer du doigt des façades fatiguées ou des terrains vagues pour voir ressurgir toute une mythologie urbaine. Avant de s'imposer comme ce rendez-vous culturel prestigieux d'envergure, la cérémonie de Canal d'Or a été une histoire d'espace, de salles mythiques et de lieux emblématiques qui ont façonné l'imaginaire de la métropole économique. Le voyage dans le temps commence invariablement à Aqua. Aujourd'hui, le site de l'ancien cinéma Louvoury offre le visage d'un géant endormi, grignoté par les hautes herbes et le temps qui passe. Pourtant, pour les habitants du quartier, l'endroit n'a rien perdu de sa superbe passé. C'est ici, sous cette structure aujourd'hui envahie par la végétation, que s'est joué Canal d'Or. Je dirais que quand même 20 ans, Canal d'Or a parcouru des sites mythiques. On parlera par exemple du cinéma Louvoury. Juste derrière moi, il y a le cinéma Louvoury qui a été une grande salle mythique. Mais la fête ne pouvait pas rester confinée dans un seul quartier. Au rythme de la montée en puissance de l'événement, la carte de la cérémonie s'est redessinée dans Douala, épousant les hauts lieux de la vie événementielle. Les souvenirs des citadins mettent ensuite le cap sur Bali, direction le Castle Hall. Pour les habitués du secteur, cette salle géante évoque immédiatement l'époque où la cérémonie a pris une toute autre dimension. Avec ses volumes généreux et son acoustique taillée pour les grands rassemblements, le Castle Hall a permis d'élever le niveau du spectacle, offrant au public doualais des moments de ferveur collective gravés à jamais dans les mémoires du quartier. Au fil des années, la quête de l'élégance et de prestige a continué d'orienter le choix des espaces. La mémoire collective glisse naturellement vers le St. John's Plaza, cet autre pôle majeur des grandes réceptions de la ville. Les témoins de cette époque se rappellent les cortèges, les tenues de gala et cette atmosphère particulière qui transformait le quartier les soirs de cérémonie. On a connu à l'époque le St. John's Plaza chez mon frère Piolet qui a brisé Canal d'Or. Au Cameroun, il y avait plusieurs artistes internationaux. Donc vraiment c'était du show. L'hôtel Best West End est venu s'ajouter à cette géographie mythique, incarnant l'ancrage de la cérémonie dans des standards hôteliers et événementiels haut de gamme.
Si Douala a bercé ses premières années de célébration, l'histoire de Canal d'Or s'est ensuite poursuivie dans la capitale. Yaoundé a ainsi ouvert grand ses bras pour accueillir l'événement. Le président de la République et Madame Chantal Biya offrent une réception le samedi 22 août 2026 à 16h au Palais de l'Unité en l'honneur des Lions indomptables victorieuses de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Fin de ce 19h50, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir regardé. Nos programmes se poursuivent. Bon week-end et bonsoir.